Le jingle était coincé. Focus donc ce matin sur l'Inde et son développement économique. Notre invité, c'est Claude Blanche-Maison. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur de France en Inde notamment, puisque vous l'avez été également en Russie, au Vietnam ou en Espagne. On disait hier que les GAFAM mettaient clairement le cap sur l'Inde. Il y a Amazon qui a annoncé 35 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. Microsoft, 17 milliards de dollars. Tout ça pour développer l'intelligence artificielle là-bas. Comment vous analysez ces annonces? Est-ce que clairement c'est devenu une terre d'intelligence artificielle, l'Inde? Je crois que l'Inde est le pays le plus courtisé du monde, politiquement et économiquement. Pourquoi ? Parce que d'abord le gouvernement de Narendra Modi, qui présente quelques inconvénients sur le plan politique, est en fait un gouvernement pro-business, qu'il est favorable au développement économique et qu'en effet, M. Modi n'a pas beaucoup de choix pour absorber les vagues démographiques qui sont importantes chaque année. Vous savez que l'Inde est maintenant le pays le plus peuplé du monde. 1,4 milliard d'habitants. Chaque année, il faut absorber quelques centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Par conséquent, il faut que le taux de croissance soit environ de 7%, ce qui est le cas. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui ont un taux de croissance d'environ 7%. Le Vietnam peut-être, mais pas beaucoup d'autres. Et effectivement, le fait que l'Inde fabrique chaque année quelques dizaines de milliers d'ingénieurs fait que c'est aussi un climat favorable pour les investissements dans la tech, effectivement. Et qu'au fur et à mesure qu'il y a ces investissements, les formations évoluent pour fournir justement des ingénieurs qualifiés aux gens qui viennent investir dans la tech. Climat favorable, mais code du travail compliqué. Il y a eu donc cette annonce sur l'évolution du code du travail indien. Il fallait changer les choses pour justement attirer les investisseurs étrangers. Oui, alors ça s'est fait progressivement. On en parle maintenant parce que Modi a réuni dans des codes, en réalité dans 4 codes, une trentaine de lois qui ont été modifiées au cours des années précédentes. Ce qu'il faut voir, c'est que ça s'applique quand même à une part assez limitée de la population, puisque environ 80% de l'économie indienne reste informelle. Donc effectivement, les gens qui sont dans le secteur informel, ils ne sont pas vraiment soumis aux différentes lois du travail. Par contre, ceux qui sont... C'est énorme le chiffre que vous nous donnez. C'est en effet énorme, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est évidemment un inconvénient pour les gens qui travaillent dans le secteur informel, mais c'est un élément de souplesse considérable pour le pays, en effet. J'ajoute qu'on ne le sait pas tout à fait, mais dans ce pays, 60% de la population vit encore en zone rurale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont agriculteurs, ça veut dire qu'ils vivent éventuellement dans des petits villages ou dans des petites villes qui sont en zone rurale. Et que le gouvernement indien fait tout pour maintenir cette situation en créant des emplois dans ces petites villes rurales pour éviter un exode massif, parce qu'en effet, il y a des réserves énormes de gens qui veulent aller dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et vous savez qu'en Inde, il y a une cinquantaine de villes qui font plus de 10 millions d'habitants. Donc ça n'a rien à voir avec notre échelle européenne. Annalisa. Claude Blanche-Maison, on sait que cette réforme va augmenter les coûts pour les PME, puisqu'il y aura un salaire minimum national qui reste à déterminer, il y aura la sécurité sociale étendue à plusieurs travailleurs, il y aura plus de liberté pour les femmes qui pourront travailler la nuit. Donc on sait que ça va augmenter les coûts pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour les travailleurs en revanche? Oui, alors simultanément, comme vous le savez, le seuil à partir duquel ces règles s'appliquent est relevé de 100 000 employés à 300 000. On l'a en tout cas remonté, de 100 à 300, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc ça veut dire que les petites et moyennes entreprises ne seront pas nécessairement concernées. Mais ça sera en effet les moyennes entreprises, celles qui sont plus grandes, celles qui sont très importantes pour le tissu industriel indien, qui vont être affectées. Oui, ça va relever le coût, mais actuellement... comme vous le savez, le coût moyen est très faible, puisque en réalité, ça dépend des États. Il y a une règle qui s'applique aux 29 États et 7 parties de l'Inde qui sont directement gérées par Delhi, par la capitale. Mais effectivement, le socle commun dans la fédération, il est à un niveau très bas, parce qu'il est forcément aligné sur le plus bas niveau des États. Oui, la constitution indienne est un peu bizarre. Il y a des sujets qui relèvent de la fédération, des sujets qui relèvent des États, et des sujets comme les sujets sociaux qui relèvent des deux. Ah oui. Alors les deux, ça veut dire qu'il y a des règles globales qui s'appliquent à toute l'Inde, et puis chaque État ensuite ajuste. Et à l'intérieur de chaque État, évidemment, les grandes métropoles ont des règles
plus favorable aux salariés que les petites villes. Donc il y a toute une gamme de différenciation qui est prévue dans ce nouveau code. En fait, c'est tellement bas que ça ne peut que remonter, le salaire minimum. Oui, bien sûr, mais il est tellement bas, en effet, qu'il ne peut que remonter. Et il est encore, évidemment, beaucoup plus bas, finalement, que la Chine, puisqu'il y a une délocalisation qui s'est faite ces dernières années de la Chine vers l'Inde, mais aussi vers des pays où les salaires sont encore plus bas, comme l'Indonésie et le Vietnam. Vous parliez de ces millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que l'Inde a une difficulté similaire à la Chine, où on parle d'un chômage de 20% de toute une classe d'âge, notamment éduquée, qui est diplômée, qui ne trouve pas d'emploi? Oui, absolument. Mais justement, je crois que les investissements étrangers devraient permettre d'adapter la formation, parce que les grands groupes vont s'en préoccuper pour former des ingénieurs ou des techniciens qui soient directement employables. Mais actuellement, bien entendu, il y a une disparité entre le type de formation et les besoins de l'économie. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail, qui quelquefois s'expatrient. Et effectivement, vous savez qu'il y a environ une trentaine de millions d'Indiens qui vivent à l'étranger. Et puis, vous savez aussi que pour ce qui est des personnels non qualifiés, l'Inde a de la main-d'œuvre à exporter. Même M. Poutine est venu chercher en Inde des gens pour travailler dans les usines russes, puisque les usines russes, évidemment, ont été un peu dépeuplées par le recrutement de militaires. On aura à 7h45 Guillaume Darouzé, qui est le directeur général de la marque Yves Rocher. Il se lance en Inde, c'est pour ça qu'il vient ce matin, mais il fait le choix non pas d'ouvrir des boutiques, parce qu'il dit que c'est trop compliqué et que ça ne correspond pas au marché, mais de s'associer à une marque sur place qui va distribuer les produits Yves Rocher. Ça reste compliqué aujourd'hui pour une marque étrangère de s'implanter en Inde? Oui, c'est la bonne méthode, d'avoir un distributeur local, en tout cas de commencer comme ça, parce que et bien entendu, il y a très peu de grandes surfaces, c'est pas dans les habitudes indiennes, et les magasins indiens, pour nous, sont totalement archaïques, et les modes de distribution sont très archaïques, donc c'est bien de s'adapter au marché indien en s'associant à une entreprise locale qui, en effet, assurera la distribution. Ça reste compliqué, quand même, pour une marque étrangère de... Ah oui, la distribution est très archaïque et nos grandes surfaces ont un mal fou à s'implanter en Inde. Merci beaucoup, Claude Blanche-Maison, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.